Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors c'est une grande joie et un grand honneur de recevoir aujourd'hui Didier von Colauwert, surtout pour ce nouveau livre. Mais avant, je vais quand même répéter quelque chose d'important, c'est 49 livres publiés, c'est plus de 6 millions de livres vendus dans 30 langues, mais c'est aussi des pièces de théâtre, des films, 17 prix, dont le prix Goncourt. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce livre qui s'appelle L'enfant qui sauva la Terre. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je suis ravi d'être là. Et j'ai une question évidemment qui me taraude, puisque dans ce livre, on parle beaucoup de la pensée créatrice. Est-ce que vous l'utilisez, cette pensée créatrice, pour votre vie de tous les jours, pour votre travail, pour vos romans, pour vos pièces de théâtre? Oui, il y a d'une part là, ce qu'on accueille quand je suis en position de création. J'ai toujours... c'est comme un paysan qui a préparé le sol. Hein. J'ai labouré, j'ai semé, puis après, je vois comment ça sort, ce qu'il faut faire, améliorer, et puis après, qu'est-ce que ça va devenir? Ça, il y a une grande humilité et un grand défi à la fois, à ce niveau de la création littéraire ou théâtrale ou autre. Après, en ce qui concerne les événements de la réalité, il y a deux solutions. Ou bien on projette nos rêves, nos espoirs, nos vœux, où on demande que ça arrive, on est en position de prière, ou alors, et c'est peut-être, à mon sens, là, ce qui est le plus efficace, on se met en position de gratitude. C'est-à-dire, on se met en avant à un moment où ce qu'on espère s'est réalisé, pour autrui ou pour soi, pour le monde, et là, on remercie. C'est-à-dire qu'on est, et ça au niveau évidemment de la rétrocausalité, de la physique quantique, c'est cette théorie que j'aime beaucoup, que développe Philippe Guillemant par exemple, le fait que lorsque on a projeté si fort dans le futur, le présent est obligé de s'infléchir et d'obéir à ce futur-là. C'est-à-dire le préparer. C'est-à-dire que quand une information est vraiment arrivée dans le futur, elle a des conséquences sur le présent. Alors, des gens y croient, le pratiquent, d'autres non. J'ai envie de dire, dans le doute, essayons. Parce que de toute façon, tout ce qui sort de vous, pour tout ce qui vous obsède, qui vous met mal à l'aise ou qui vous démange de partager, faut pas que ça reste en vous. Parce que là, si ça tourne en rond, ça peut devenir toxique. Donc, ou bien vous l'exprimez en direct, ou bien vous le projetez dans le futur, ou bien vous en faites quelque chose. Mais voilà, la pensée créatrice, c'est un peu tout ça. Et puis aussi, en ce qui concerne notre organisme, notre santé, la manière dont on visualise une situation, dont on essaie de dialoguer jusqu'au niveau cellulaire, c'est quelque chose dont il ne faut pas se priver. Alors vous avez dit dans votre livre que la gratitude était plus forte et plus importante que l'espoir. Plus efficace, je dirais. Oui. C'est-à-dire que, parce que l'espoir est toujours mêlé de doute. Il est difficile de dire j'espère ça, mais est-ce que la réalité va me le donner? Est-ce que c'est quand même statistiquement pas très possible au vu de tel contexte? Donc il y a des tas de facteurs qui viennent, si vous voulez, qui sont le produit de la lucidité. Or, il ne s'agit pas de débrancher la lucidité en général, mais les effets secondaires de la lucidité qui peuvent devenir un peu bloquants. Donc là, à ce moment-là, si la position de la gratitude, c'est-à-dire, comme c'est aussi assez naturel chez moi, je pense à remercier la vie, les arbres, les animaux, les êtres humains, des moments qu'on partage, de ce qui m'inspire, et puis l'impression qui est très forte chez moi, je suis pas le seul, c'est cette interconnexion entre tout. On n'est pas résumable ni à notre ego, à notre nombril, à notre vécu, ni nos rêves. On est aussi un chaînon dans tout ce maillage qui fait la vie, qui fait l'univers, et c'est pourquoi j'ai besoin, à travers mon imaginaire, ou lorsque je raconte une histoire réelle, et que je la partage, j'ai besoin d'être en relation avec tout ça. Alors on va parler de votre dernier livre,
Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi un petit garçon de 12 ans qui est en phase terminale d'une maladie terrible, qui a perdu sa maman, qui a son papa qui est en prison, qui est dans un service où le professeur n'est pas follement sympathique, qui est donc promis à la mort, qui est d'une intelligence absolue. Enfin, il est quand même en soins palliatifs. Oui, c'est-à-dire que c'est une maladie orpheline, maladie inconnue. C'est-à-dire que la médecine est impuissante. La maladie de Beaufort. Le syndrome de Beaufort. Alors, j'ai inventé le nom, mais c'est... Ah d'accord, c'est... Oui, j'ai inventé le nom, mais hélas, pas les symptômes, ni les... Voilà, c'est un composite de diverses maladies que je connais. Et donc, on n'est pas dans une situation non plus de certitude. Ils sont 35 en France, ils ont évidemment un blog, ces enfants, et ils suivent, donc ils ont une lucidité terrible, ils savent exactement les étapes diverses de la maladie. Mais lui, il est particulièrement intelligent. Lui a une lucidité terrible. Lui, avant d'être diagnostiqué une maladie de Beaufort, il était diagnostiqué HPI, haut potentiel intellectuel, et ce qui l'amène à dire des choses du style l'intelligence précoce. L'avantage, c'est que quand on observe l'état du monde et des mentalités, on n'a pas forcément de raison de s'attarder, donc ça console de mourir jeune. Oui, c'est très cruel. Mais non, et en même temps, il a cet humour corrosif et cette lucidité qui fait qu'il supporte pas la pitié chez les autres et tout. Mais il est drôle. Voilà, il a cette énergie de l'humour qui est une dignité, comme disait Romain Gary. L'humour, c'est la seule manifestation de supériorité qu'on puisse avoir sur les événements qui nous arrivent. La manière dont on les accueille, et puis il a besoin qu'autour de lui, on lui renvoie cette énergie-là. Et là, il y a des infirmières extraordinaires dans le service. Et puis il y a cette femme clown qui ouvre la porte dès la première page du livre, et qui lui dit Thomas, j'ai une bonne nouvelle, la médecine peut rien pour toi, mais toi, tu as les moyens de soigner la terre. Et c'est ça qui va rendre ta guérison nécessaire. Alors, il rit poliment en se disant, c'est une vanne, je comprends pas bien, il déteste les clowns en plus, sauf qu'elle va développer et lui mettre entre les mains un marché incroyable, lui dire, voilà, tu vas te concentrer sur différents problèmes de la terre, des végétaux, des animaux, des minéraux, et puis, tu es pas tout seul, parce que je travaille avec 8012 autres enfants malades comme toi, à travers le monde, et qui se guérissent grâce à cette énergie qu'ils envoient en se concentrant ensemble au même moment sur un problème, et cette force additionnée qu'ils partagent, qu'ils multiplient donc, leur revient sous forme d'énergie curative. Et alors il n'y croit pas un instant, sauf que d'abord elle commence par lui enlever la douleur. Elle dit, bon, parce que bon, il a une douleur, il a une pompe à morphine, et elle lui dit, non, arrête avec la morphine, et elle lui apprend une technique de visualisation et de souffle. Là, j'ai rien inventé, c'est ce qu'on m'a appris moi-même quand j'ai eu un gros problème très douloureux, et ça, c'est un petit peu le cadeau bonus, si vous voulez, du roman, c'est que voilà, cette technique qui est toute simple de visualisation et de souffle permet de dialoguer avec la douleur plutôt que de se crisper, de lutter contre elle, et en fait de reprendre pas le pouvoir, mais le dialogue et d'arriver à ce que la crispation qui alimente la douleur disparaisse. Et quand il voit que ça marche, parce qu'elle lui dit, il faut avoir l'esprit libre pour soigner la terre et pas penser à sa douleur. Ce qui est logique. Donc à partir de là, il va tenter l'expérience. Et apparemment, elle lui apporte des preuves que ça marche. Et en fait, ce roman, c'est l'histoire d'une guérison. C'est l'histoire d'un protocole thérapeutique fondé sur l'action et l'idée qu'on est utile, voire indispensable. Parce que dans ce genre de maladie, évidemment, le moral, c'est capital. Et lorsqu'on a l'impression qu'on sert à rien, que c'est pas si grave si on meurt, et que même on est un peu de trop, c'est ce qu'il ressent, par exemple, par rapport à son père Thomas est à la naissance, bon, il a perdu sa maman, son père l'a élevé tout seul, et là, il faudrait refaire sa vie, mais il n'ose pas hein, à cause de son fils, et le fils le perçoit. Voilà, ça peut donner dans l'organisme ce genre de pensée, de lucidité, ça peut donner des conséquences funestes. Il y a aujourd'hui
on a découvert d'origine chimique, cette espèce d'auto-empoisonnement qui crée certaines maladies à partir de nos pensées. En fait, nos pensées, elles peuvent polluer aussi bien nous-mêmes que le monde autour de nous, que les autres, ou elles peuvent réparer. Et en fait, cette femme clown va aider à nettoyer ses pensées pour que dorénavant elle puisse réparer et non plus accentuer sa maladie et les pensées négatives qui vont avec. Est-ce que vous croyez que on est tous capables de faire ça? Parce que la vraie leçon de ce livre, c'est de savoir ce que nous, si on rencontre une Marie Clown, puisque c'est le surnom qu'il lui a donné, et ce que vous nous avez insufflé dans ce livre, on est tous capables de mettre ça en place, ou il faut être très intelligent ou très désespéré? D'abord, il résiste, il y croit pas, il veut... Oui, puis il s'engueule. Il s'engueule, il y a une vraie... Il prend ça comme une intrusion insupportable. Je veux dire, qu'on me laisse mourir tranquille, quoi. Je suis là pour mourir le mieux possible. Oui, donc ça fait longtemps que j'y pense. Sauf que, voilà, et elle dit, bah non, c'est pas au programme, c'est pas... et donc, il dit, il faut que tu sauves la Terre. Mais il dit, j'ai rien à foutre de sauver la Terre, je vais mourir. Non, tu vas pas mourir. Et donc, parce que tu vas sauver la Terre. Donc, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience, à la fois, qui naît du conflit et des arguments de chacun. Et puis, des espèces d'état de grâce qui va s'installer petit à petit. Est-ce que c'est un miracle? Oui, mais vous savez, les miracles ne sont pas forcément divins ou surnaturels. Il y a ce qui s'appelle... On dirait un peu une fiche technique d'un miracle. On peut, mais il y a aussi des miracles nés de la bienveillance, de l'amour. Oui. Alors lui, comme c'est lui qui nous raconte cette histoire, on passe à travers lui dans toutes les différentes étapes de sa conception du personnage, de Marie Clown. Il dit, d'abord, c'est une allumée complet, on ne sait pas très une bien mythomane. Si elle existe ou pas. Est-ce que c'est... le fruit de son imagination. D'abord, elle lui dit, mais je suis quoi pour toi, Clown? Bon, c'est juste, faut pas se fier aux apparences. C'était le moyen d'arriver jusqu'à toi en dépit des mesures sanitaires, des contrôles. Parce que le Rire à l'Hosto, l'association de clowns, on se doute bien que s'ils viennent dans les chambres, c'est ils ont été contrôlés sur le plan sanitaire et qu'il n'y a pas de problème. Donc, à chaque fois, elle lui fait une proposition et elle y glisse le doute, de manière à ce qu'il soit complètement libre. Et l'effort qu'on fait pour arriver à déchiffrer une personne qui surgit comme ça dans votre vie, cet effort fait partie aussi du protocole du traitement. Par moment, il se dit, parce qu'il observe, il y a une infirmière qui entre, apparemment, il la voit pas. Il dit, attends, il y a que moi qui la vois. Est-ce que ça serait pas une hallucination liée à ma maladie? Il y a ça aussi dans sa maladie, ou au traitement. Ou est-ce que c'est une... Elle sait tout de lui. Mais comment elle sait tout ça? Son dossier médical, elle sait qu'il écrit un livre, parce que depuis que ses jambes marchent plus bien, eh bien, en fait, il s'est replié sur son ordinateur où ses doigts bougent encore, tant qu'ils peuvent bouger, il écrit un roman. Et il planque l'ordinateur sous son oreiller. Et elle lui dit, ce qui m'a attiré, c'est l'énergie que tu mets dans ton livre. Mais il ne faut pas uniquement travailler dans l'imaginaire, ni dans ce que tu écris, qui est un truc de science-fiction, où tu pollues encore plus le futur. Oui, non, il faut que tu nettoies le présent. Ça peut être néfaste, en fait. C'est ce qu'elle lui dit. Projeter quelque chose de négatif. Hein. Oui, elle lui dit, tu peux le faire, simplement après, il faut que tu nettoies. Et là, comment sait-elle ça? Est-ce qu'elle connaît, est-ce que c'est pas son père depuis sa prison qui téléguide cette femme? Est-ce que c'est pas l'équipe? À un moment, il se dit, ok, c'est les infirmières parce que c'est son anniversaire. Hein. Et il dit, ok, j'ai compris, c'est un cadeau. C'est une clown d'anniversaire, ok, et puis ils l'ont bien briefé pour me faire. Donc, il passe par des tas, on va pas donner évidemment la réponse pour ceux qui ont pas lu le livre encore, mais ce suspense qui court et qui nous accroche jusqu'au bout pose une question qui pour moi est assez essentielle. Si cette femme qui est une sorte d'ange, de par ce qu'elle va réussir à faire, de par son propos, l'énergie qu'elle met à essayer de faire du bien, à lui donner les moyens de se sauver, mais est-ce que ce qui importe, c'est pas la nature de l'ange, c'est le rôle. Ça peut être une femme ordinaire qui a monté tout ça, que ce soit vrai ou non. Ce qui compte, c'est l'effet que ça va avoir. Et ce que ça va déclencher en lui. Et au fur et à mesure, on assiste à un véritable changement de conscience chez lui.
Et j'ai des réactions depuis que le livre est sorti, vraiment passionnantes dans les salons du livre ou dans les librairies de lecteurs, de lectrices qui viennent me dire, puis j'ai lu ce livre, je regarde différemment les gens, parce qu'on est dans un monde où on a tendance à, voilà, on regarde plus, où on regarde nos téléphones et ou quand quelqu'un vous parle ou vous regarde, ça ressemble à une agression, il y a cet instinct. Chacun est dans son univers. Et elle me dit, c'est vrai que tout à coup, elle me dit, je me pose la question, est-ce que cette personne-là, qui peut être un chauffeur de taxi, un balayeur, quelqu'un qui me ramasse quelque chose que j'étais tombé, est-ce que c'est pas un ange terrestre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez cette personne? Est-ce que cette personne n'est pas venue nous rendre un service? Voilà, elle n'est pas. Et parce que c'est une question qu'on se pose en lisant ce livre. Et moi, dans la réalité, c'est une question que j'ai été amené à me poser souvent, ça. Vous pensez que vous avez déjà rencontré des gens qui étaient sous forme d'anges gardiens, qui vous ont amené des choses? Ou d'anges terrestres. En tout cas, oui. Tout à coup, j'ai quelques exemples précis de gens mis sur mon chemin. Que vous n'avez pas retrouvés et qui ont été là brièvement et qui ont disparu? Alors, oui, par exemple, ça a été une perceptrice d'impôts. À un moment donné, c'était avant le prix Goncourt, j'étais dans une situation financière terrible parce que j'avais acheté la maison de mes rêves sans faire de prêt, tout ça, parce que je pensais qu'il y avait des grosses années que ça allait continuer. Puis donc là, vraiment, et là, je tombe. Et je me rends compte après, c'est juste pas possible. Cette femme je pouvais pas payer les tiers provisionnels de l'époque, elle me dit, c'est pas grave, quand vous pourrez, et sans pénalité, sans rien. Et puis, le jour où j'ai eu le Goncourt, elle avait disparu. Et je me suis dit, bon, c'est quand même une somme importante à sortir, bon, je vais appeler comme d'habitude Et là, l'univers m'a fait comprendre que non, mais là, j'en avais plus besoin. Donc, il fallait arrêter cette espèce de protection un peu imméritée dont je bénéficiais. En tout cas, que ce soit vrai ou non, ce qui compte, c'est la prise de conscience de ça, et puis la manière dont vous remerciez quand même de ce cadeau. Et puis, il faut pas en abuser non plus, quoi. Donc, dès le moment où vous avez cette attention par rapport à ce que la vie vous apporte, dans ce qu'il y a de bien ou dans ce qu'il y a de moins bien, vous pouvez avoir ce réarrangement nécessaire, qui est la raison essentielle pour laquelle j'écris. Je ne supporterai pas de subir la réalité sans avoir les moyens de la réarranger comme je le fais par écrit, quoi. Donc, j'écris aussi par insatisfaction du monde réel tel qu'il est. Et là, quand j'écris, je peux changer des choses. Après, bon, je peux, par mon comportement, par mes actions humanitaires, par tout ça, dans la réalité, essayer de changer un petit peu les choses. Mais mon rôle essentiel, c'est d'essayer de le faire par écrit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous rendez un peu les choses plus magiques, plus belles qu'elles ne le sont déjà, pour nous aider à passer des moments qui sont parfois pas faciles? Disons que je suis conscient de tout ce dont je bénéficie, et j'ai envie d'en transmettre, de reverser. C'est un élan naturel. Et puis, elle dit une chose à un moment très importante pour moi. Elle me dit, quand on pense à ce qu'on peut recevoir en échange, on dénature le don qu'on fait. C'est vraiment cette sensation de gratuité, c'est la joie de faire un cadeau sans attendre de contrepartie, sans faire cette espèce... De donner pour rien. Oui, et puis d'imaginer la joie que ça fait à la personne, et la joie donc on en éprouve soi-même. Voilà, ça, ce sont des états qui sont très simples à obtenir et dont il ne faut pas se priver, parce que ça répare beaucoup d'autres choses qu'on subit. Alors, vous avez parlé de ces enfants, enfin de ces penseurs en tout cas, qui se concentrent sur des lits d'hôpitaux et qui arrivent à améliorer la santé des patients. Oui, parce que là, on est devant une réalité mesurable sur le plan c'est quand même statistique. Pratique. Parce que beaucoup d'hôpitaux, ça a commencé aux États-Unis, à Kansas City, dans les années 70, l'idée de faire des groupes de prière et groupes de pensée positive. Un groupe A avec des croyants, groupe B avec des non-croyants. Les premiers prient et les autres envoient des bonnes pensées, de la bienveillance sur des numéros de lit. Donc ils ne savent pas qui est-ce, ni ce dont la personne souffre, et juste, un numéro de lit. Et là, on a observé, d'une part, des résultats significatifs d'amélioration de l'état général des personnes, dans les 70% en moyenne, ce qui est déjà énorme, et puis les deux groupes ont des résultats similaires. Donc, que ce soit la prière ou les bonnes ondes, pour des incroyants, ça marche de la même manière. Ça, c'est très important, parce que les gens qui disent « Ah ben j'y crois pas, c'est pas la peine que
que je Mais fasse ça. on peut envoyer de l'amour, on peut envoyer des bonnes intentions. De toute façon, tout ce que vous envoyez, ça peut être reçu. Si vous n'envoyez rien, rien ne sera reçu. Tout ça est une énergie, tout ça est quelque chose qui demeure un mystère, sauf qu'on a quelques hypothèses scientifiques au niveau des ondes que ça véhicule, ce que ce sont des ondes scalaires découvertes et exploitées par Nikola Tesla. Est-ce que ce sont... par exemple, on sait que c'est pas vraiment uniquement des ondes électromagnétiques parce que il y a des expériences avec des guérisseurs à distance, avec un patient dans des cages de Faraday, où ne peuvent pas passer les ondes électromagnétiques. Ah oui, ça c'est quand même et quand même ça passe. Ça a été mesuré, le travail à distance fait sur une photo par ce guérisseur. Donc la science, heureusement, s'est emparée de ces sujets pour qu'ils sortent du domaine juste de la parascience, voire de la fausse science, comme disent beaucoup. Non, il se passe quelque chose. Il y a des charlatans comme partout, mais il y a des vraies réussites et des choses qui marchent là-dedans, et c'est mesurable. Donc... Mais ça fait peu de temps que c'est comme ça. On commence enfin à ouvrir le champ sur... Ça fait longtemps qu'il y a ces expériences, mais ça fait peu de temps que les médecins et scientifiques en parlent, parce que, comme pour les expériences de mort imminente, tout ça, voilà, il a fallu que ça arrive à des chirurgiens totalement incrédules, sceptiques, comme le docteur Eben Alexander, pour que la communication tout à coup se fasse à l'intérieur du milieu médical et scientifique, avec des preuves à l'appui gigantesques. Et une certitude de quelqu'un qui ne croit pas du tout à cela, et qui a la preuve que son cerveau était mort par une méningite bactérienne au moment où il a eu toutes ces expériences d'hyperconscience, tout ce qu'il a rapporté, alors qu'il ne pouvait absolument pas, que son cerveau était absolument hors d'état de faire quoi que ce soit. Donc, la preuve que la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau uniquement comme le foie sécrète la bile, et qu'il y a ailleurs, comme quand le cerveau n'est plus en état de fonctionner, il y a l'équivalent d'un disque dur externe, où à la fois les données sont conservées, et après quand le cerveau marche à nouveau, bon, c'est retransféré, mais en même temps c'est un point de vision, un point de perception, puisqu'il a décrit tout ce qui se passait autour de lui et ailleurs. Et donc voilà, si vous voulez tout ça, moi ce qui m'intéresse, c'est le regard justement de la science et de l'incroyance et de l'incrédulité sur des phénomènes qui nous dépassent, qui sont pourtant réels et qui sont mesurables. Parce que c'est cette évolution, toujours l'évolution qui compte. En fait, si vous avez une foi absolue qui peut toucher parfois à la crédulité, c'est pas la peine qu'il vous arrive des choses extraordinaires, vous n'avez pas besoin. Dans votre évolution, la foi suffit. En revanche, quand ça tombe sur des gens qui sont fermés à tout ça, c'est encore plus fort. Oui, et puis ça peut faire bouger les choses encore plus. Mais voilà, c'est vrai que là, dans ce roman, ce qui m'importait de mettre en scène et qui vraiment me tenait à cœur, c'est c'est ce complot de la bienveillance, si vous voulez, qui déstabilise un petit être pour lui donner les clés déjà de compréhension de sa maladie et moyen de la, non pas de la dominer, mais de l'apprivoiser et de la guérir. Et voilà, enfin, par des chemins qu'on découvrira dans le livre, mais je m'appuie sur certaines données médicales indéniables, et puis après, sur tout le travail de l'esprit et de l'imaginaire, et de la projection mentale, et puis aussi, on guérit pas tout seul en fait. On a besoin que les autres vous demandent l'impossible parfois. On a besoin qu'ils vous fassent sentir que vous êtes important pour eux. Ouais. Et ça vous donne des anticorps, des défenses immunitaires qui sont peut-être les plus efficaces. Merci beaucoup en tout cas. Je voulais vous dire que j'ai absolument adoré votre livre et j'ai adoré aussi tous les autres. Je ne les ai pas tous lus, mais en tout cas, merci pour le dictionnaire de l'impossible, merci pour l'insolence des miracles.
Je rêvais de vous rencontrer et ça fait 6 ans que j'ai lancé ce blog et je me disais que c'était mon rêve. Voilà, aujourd'hui, il est exaucé. Merci beaucoup. Merci, c'était, j'ai cette gratitude-là aussi. Merci à vous. Voilà, c'est merveilleux de sentir qu'on est, qu'on est attendu dans nos livres, qu'on est lu, et puis surtout que la magie opère. Hein. Oui, et puis que les romans, c'est une courroie de transmission. Donc c'est vrai que ce qui m'importe de transmettre bien comme énergie, comme sentiment, comme émotion, chaque fois que je sens que ça a vraiment opéré. Voilà, ça c'est une jubilation encore plus forte que toutes les récompenses, les prix qu'on peut avoir. Quoi. En tout cas, vous êtes un éveilleur de conscience, ça c'est une certitude. Merci beaucoup. Merci à vous.